Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et bon visionnage. Imaginez un homme qui portait en lui toutes les contradictions de son époque. Un aristocrate qui s'alliait au peuple, un général qui écrivait de la poésie, un conquérant qui pardonnait à ses ennemis, un réformateur assassiné par ceux qui l'avaient épargné. Qui était vraiment Gaius Julius César, celui que nous appelons Jules César? Pourquoi son nom résonne-t-il encore, 2000 ans après sa mort, dans nos langues, nos titres, nos calendriers? Pourquoi le mois de juillet porte-t-il son empreinte? Pourquoi les empereurs allemands se nommaient-ils Kaiser et les tsars russes reprenaient-ils ce même écho? Qu'est-ce qui fait qu'un homme traverse les siècles non comme un souvenir, mais comme une présence vivante, un symbole qui ne cesse de se réinventer? Cette histoire ne commence pas avec César. Elle commence bien avant, dans les rues poussiéreuses de Rome, quand la République agonisait sans le savoir. Elle commence avec des esclaves enchaînés, des sénateurs corrompus, des généraux assoiffés de gloire. Elle commence avec l'idée qu'un homme pouvait devenir plus grand que les institutions qu'il avait créées. Et elle se termine dans une flaque de sang, au pied d'une statue, un jour de mars, où le destin de l'Occident bascula pour toujours. Le monde dans lequel César grandit était un monde en mutation. Rome n'était plus cette petite cité vertueuse qui avait vaincu Carthage un siècle plus tôt. Elle était devenue un empire tentaculaire, maître de la Méditerranée, mais rongé de l'intérieur. Les conquêtes avaient enrichi quelques familles patriciennes pendant que la plèbe s'entassait dans des immeubles insalubres. Les armées n'étaient plus composées de citoyens soldats défendant leurs terres, mais de mercenaires fidèles à leur général, plutôt qu'à la République. Les esclaves affluaient par milliers depuis les provinces conquises, brisant l'économie rurale. Les vieux dieux semblaient lointains. Les anciennes vertus, le mos maiorum, ce code d'honneur ancestral, s'effritaient face à l'or et au luxe venu d'Orient. Dans les forums, on débattait encore selon les formes anciennes, mais les mots avaient perdu leur poids. Les consuls se succédaient, les tribuns de la plèbe s'agitaient, les sénateurs levèrent la main pour voter, mais tous savaient que le vrai pouvoir n'était plus là. Il était dans les légions, dans les provinces, dans les mains de ceux qui contrôlaient le blé et l'argent. Rome était une façade républicaine derrière laquelle se jouait une partie autrement plus brutale. Les rues de la ville reflétaient cette dualité. Le matin, vous pouviez voir des clients en toge blanche escorter leur patron vers le Sénat, respectant les rituels millénaires du salut matinal. L'après-midi, vous pouviez assister à des combats de gladiateurs où des hommes mouraient pour divertir la foule. Le soir, dans les quartiers pauvres de Subourg, des bandes armées contrôlaient les ruelles pendant que les riches se faisaient porter en litière, protégés par des esclaves gardes du corps. Rome était simultanément le cœur de la civilisation et un chaudron de violence contenue. Les Romains cultivaient une certaine nostalgie. Ils aimèrent se raconter l'histoire de leurs ancêtres, ces fermiers soldats qui avaient construit la République pierre après pierre, victoire après victoire. Ils vénéraient des héros comme Cincinnatus, ce dictateur qui avait sauvé Rome puis était retourné à sa charrue, refusant le pouvoir absolu. Mais ces histoires sonnaient creux dans le Rome du 1er siècle avant notre ère. Personne ne retournait plus à sa charrue. Le pouvoir, une fois goûté, ne se rendait plus. Un mythe mérite d'être dissipé ici. On imagine souvent la Rome républicaine comme une démocratie, un modèle de gouvernement équilibré où le peuple avait son mot à dire. C'est faux. Rome était une oligarchie où quelques centaines de familles se partageaient les magistratures depuis des générations. Le peuple pouvait voter, certes, mais les votes étaient organisés par centuries, des groupes basés sur la richesse, si bien que les plus riches votaient en premier et leurs décisions s'imposaient souvent avant que les pauvres n'aient pu s'exprimer. Les élections se gagnaient par l'argent, les promesses, les menaces. La corruption était structurelle. Devenir consul coûtait une fortune, qu'on remboursait ensuite en gouvernant une province et en la pillant méthodiquement. Dans ce monde fracturé, deux forces s'affrontaient. D'un côté, les optimates, les conservateurs,
qui défendaient les privilèges du Sénat et des grandes familles. De l'autre, les populares, ceux qui cherchaient leur pouvoir dans l'appui du peuple, ou du moins dans sa manipulation habile. Cette division n'était pas idéologique au sens moderne. Un popularis n'était pas un révolutionnaire. C'était souvent un aristocrate qui utilisait la plèbe comme arme contre ses rivaux du Sénat. Mais dans ce jeu dangereux, certains allaient trop loin et finissaient assassinés, comme les frères Gracques quelques décennies plus tôt. Tribuns qui avaient voulu distribuer les terres et avaient été massacrés par la faction conservatrice. César naquit dans ce monde le 13e jour avant les calendes de Quintilie. Un mois que nous appelons aujourd'hui juillet, mais qui portait alors un autre nom, dans l'année 640 de la fondation de Rome selon le calendrier romain, soit 100 avant notre ère selon notre décompte moderne. Sa famille, les Julies, se prétendait descendante de Iule, fils d'Énée, lui-même fils de la déesse Vénus. Une généalogie mythique qui faisait des Césars des descendants directs des dieux. Mais cette noblesse divine contrastait avec leur situation réelle. Les Julies étaient patriciens, certes, mais ils appartenaient à une branche appauvrie, éclipsée par d'autres clans plus riches et mieux connectés. Le père de César, également prénommé Gaius Julius César, n'était pas un homme remarquable. Il gravit quelques échelons du cursus honorum, cette échelle des magistratures romaines, devenant préteur, mais jamais consul. Il mourut brutalement alors que César n'avait que 15 ans, laissant le jeune homme sans le patron puissant qui aurait dû guider ses premiers pas dans la vie publique. La mère de César, Aurelia, était d'une toute autre trempe. Issue de la famille des Aurelicotae, elle était réputée pour son intelligence et sa force de caractère. Elle éleva son fils avec une rigueur toute romaine, lui inculquant l'ambition et l'art de la survie dans un monde hostile. L'enfance de César se déroula dans le quartier de Subur, un quartier populaire, bruyant et dangereux, loin des collines verdoyantes où résidaient les vrais patriciens fortunés. Cette proximité avec le peuple ordinaire marqua profondément le jeune homme. Il vit la pauvreté, entendit les revendications, comprit que Rome n'était pas seulement le Sénat et le Forum, mais aussi ces milliers de citoyens oubliés qui survivaient jour après jour. Contrairement à beaucoup d'aristocrates, César ne méprisa jamais la plèbe. Il apprit à lui parler, à la séduire, à comprendre ce qu'elle désirait vraiment. Du pain, des jeux et l'illusion d'avoir de l'importance. Le jeune César reçut l'éducation classique d'un patricien romain. Il étudia la rhétorique auprès des meilleurs maîtres, apprit le grec à la perfection, dévora les œuvres d'Homère et des philosophes. Il s'entraîna aux armes, devint un cavalier accompli, nageur exceptionnel. Les sources anciennes nous disent qu'il était d'une constitution fragile dans sa jeunesse, sujet aux crises d'épilepsie, cette maladie sacrée que les Romains attribuaient parfois à une faveur divine. Mais il fortifia son corps par l'exercice constant, refusant de se laisser définir par sa faiblesse. À 18 ans, César reçut sa toge virile, ce vêtement blanc qui marquait l'entrée dans l'âge adulte. C'était l'année 84 avant notre ère, et Rome était déchirée par une guerre civile brutale entre Marius et Sylla. Marius était l'oncle de César par alliance, ayant épousé Julia, la tante du jeune homme. Cette connexion familiale allait presque coûter la vie à César. Sylla, après avoir vaincu Marius, établit une dictature sanglante. Il dressa des listes de proscription, condamnant à mort des centaines de ses ennemis politiques dont les biens furent confisqués. Le nom de César figurait sur ces listes. Non pour ses actes, il n'était qu'un adolescent, mais pour son sang. Sylla exigea que César divorce de Cornelia, la fille de Cinna, un allié de Marius. C'était un test de loyauté. César refusa. Ce refus était extraordinaire. À Rome, on ne désobéissait pas à un dictateur qui venait de faire assassiner des milliers de personnes. César dut fuir Rome, se cacher dans les montagnes de Sabine. Il contracta la malaria dans sa fuite. Affaibli, traqué, le jeune homme de 19 ans semblait condamné. Mais des amis influents de sa famille plaidèrent sa cause auprès de Sylla. Le dictateur finit par céder,
non sans prononcer une phrase célèbre rapportée par Suétone. « Gardez-le donc, mais sachez que celui que vous voulez sauver perdra un jour le parti des optimates. Car en ce jeune homme, il y a plusieurs Marius. Sylla avait vu juste, mais César ne pouvait pas encore le savoir. Gracié, il choisit de quitter Rome pour laisser l'orage politique se calmer. Il s'engagea dans l'armée et partit pour l'Orient. C'était une décision prudente mais aussi formatrice. Dans les légions, loin des intrigues du forum, César découvrit un autre visage du pouvoir. Celui qui s'impose par l'épée, par le courage physique, par la capacité à commander des hommes dans le chaos de la bataille. Il servit d'abord en Asie mineure, sous les ordres du gouverneur Marcus Minucius Thermus. Là, lors du siège de Mytilène, une ville rebelle sur l'île de Lesbos, César se distingua par sa bravoure. Il sauva la vie d'un soldat en plein combat et reçut pour cela la couronne civique, une des plus hautes décorations militaires romaines, réservée à ceux qui avaient sauvé un citoyen au péril de leur vie. Cette couronne, faite de feuilles de chêne, donnait à son porteur certains privilèges à vie et le droit d'être acclamé chaque fois qu'il entrait au théâtre. César la porta avec une fierté discrète toute sa vie, mais un incident survint qui ternit temporairement sa réputation. César fut envoyé en mission diplomatique auprès de Nicomède, roi de Bithynie, pour obtenir des navires. Il passa plusieurs semaines à la cour orientale et des rumeurs circulèrent à Rome selon lesquelles il aurait eu une liaison avec le vieux roi. Dans la culture romaine, l'homosexualité n'était pas condamnée en soi, mais la passivité l'était. Un homme romain devait toujours être dominant. Ces rumeurs poursuivirent César toute sa vie. Ses ennemis l'appelaient la reine de Bithynie, lui répondaient par l'indifférence ou la moquerie, mais le surnom collait. Il continua son service militaire en Cilicie, combattant les pirates qui infestaient la Méditerranée orientale. Puis, en 78 avant notre ère, la nouvelle lui parvint que Sylla était mort. César avait 22 ans. Il pouvait enfin rentrer à Rome sans craindre pour sa vie. Mais il ne se précipita pas. Il voyagea d'abord en Grèce, à Rhodes, pour parfaire son éducation auprès du grand rhéteur Apollonius Molon, le même maître qui avait formé Cicéron. César voulait devenir l'orateur le plus brillant de sa génération. Il savait que le pouvoir à Rome passait aussi par les mots, par la capacité à émouvoir, convaincre, détruire un adversaire par un discours bien construit. C'est durant ce voyage que survint un épisode devenu légendaire. Le navire de César fut attaqué par des pirates ciliciens. Ils le capturèrent avec ses compagnons et demandèrent une rançon de 20 talents. César éclata de rire. 20 talents ? Il valait au moins 50, déclara-t-il. Les pirates, amusés par son arrogance, acceptèrent. Pendant les 38 jours de sa captivité, César se comporta non comme un prisonnier, mais comme un invité. Il écrivait des poèmes et obligeait les pirates à l'écouter. S'il ne les appréciait pas assez, il les traitait de barbares illettrés. Il participait à leurs jeux, faisait de l'exercice avec eux, mais leur répétait en riant qu'une fois libérés, il reviendrait les crucifier tous. Les pirates trouvaient cela hilarant. Ils ne connaissaient pas encore César. La rançon arriva, collectée par les amis du jeune patricien. César fut libéré. Il se rendit immédiatement à Milet, leva une petite flotte, retourna vers l'île où les pirates se croyaient en sécurité, les captura presque tous, récupéra son argent et, fidèle à sa promesse, les fit crucifier. Par clémence, dit-on, il leur fit trancher la gorge avant de les clouer aux croix pour abréger leur agonie. Cette histoire révèle déjà toute la personnalité de César. Le charme, l'audace, l'humour, mais aussi la détermination implacable et la volonté de tenir parole, même quand cette parole était une menace. De retour à Rome en 75 avant notre ère, César commença sa carrière politique. Il n'avait ni fortune ni armée, mais il possédait 3 atouts: son nom, son intelligence et son audace. Il se lança dans l'arène du forum en tant qu'avocat, défendant des causes qui attiraient l'attention. Il attaqua en justice Gnaeus Cornelius Dolabella, un ancien consul accusé de corruption pendant son gouvernorat en Macédoine.
César perdit le procès. Dolabella était trop bien protégé, mais le jeune homme se fit un nom. On remarqua son éloquence, sa mémoire phénoménale, sa capacité à structurer un argumentaire complexe. Il gravit les premiers échelons du cursus honorum. À 30 ans, il devint questeur, ce qui lui donna automatiquement un siège au Sénat. Sa première affectation le conduisit en Hispanie ultérieure, l'Espagne lointaine, comme assistant du gouverneur. C'est là qu'un autre épisode révélateur se produisit. En visitant la ville de Gadès, l'actuel Cadix, César vit une statue d'Alexandre le Grand dans le temple d'Hercule. Il s'arrêta devant elle et se mit à pleurer. Ses compagnons, surpris, lui demandèrent pourquoi. « À mon âge, » répondit César, « Alexandre avait déjà conquis le monde entier. Et moi, je n'ai encore rien accompli de mémorable. » Cette phrase, rapportée par Plutarque, révèle l'ambition dévorante qui habitait César, cette comparaison constante avec les plus grands, cette conviction qu'il était destiné à l'extraordinaire. Mais le chemin vers la grandeur passait par l'argent, et César n'en avait pas. Il commença donc à emprunter massivement. La dette devint son outil politique. Il empruntait à des taux élevés pour financer sa vie publique, pour organiser des jeux somptueux, pour distribuer du blé, pour se faire des clients. Il s'endetta tellement que ses créanciers commencèrent à s'inquiéter. Crassus, l'homme le plus riche de Rome, devint son principal financier. Crassus voyait en César un investissement. Si le jeune patricien réussissait, il rembourserait. S'il échouait, ce ne serait qu'une perte parmi d'autres. Mais Crassus pressentait que César ne faisait pas partie de ceux qui échouent. En 65 avant notre ère, César fut élu édile curule, un poste chargé d'organiser les jeux publics. Il saisit l'occasion pour marquer les esprits. Il organisa des spectacles d'une magnificence inouïe. Des combats de gladiateurs avec 320 paires de combattants, un chiffre jamais atteint. Des décors en argent pour les représentations théâtrales, des distributions de nourriture. Rome entière parlait de lui. Le Sénat, alarmé par cette débauche populiste, vota même une loi limitant le nombre de gladiateurs qu'un particulier pouvait exhiber. Trop tard. César avait gagné le cœur de la plèbe, et il avait aussi multiplié ses dettes de façon vertigineuse. La même année, il prit un risque politique énorme. Il fit restaurer sur le Capitole les trophées de Marius, son oncle par alliance, que Sylla avait fait retirer. C'était une provocation directe contre les optimates, le parti conservateur qui vénérait Sylla. En restaurant ces symboles, César se positionnait clairement dans le camp des populares. Il disait au peuple « Je suis des vôtres ». Il disait aux optimates « Je n'ai pas peur de vous ». Ce geste audacieux aurait pu lui coûter cher, mais il calculait que le soutien populaire le protégerait. Il avait raison. En 63 avant notre ère, une opportunité extraordinaire se présenta. Le poste de Pontifex Maximus, grand pontife, chef de la religion romaine, devint vacant. C'était un poste à vie immensément prestigieux. Normalement, il revenait à un ancien consul, un homme d'âge mûr respecté. César n'avait que 37 ans et n'était que prêteur. Mais il se porta candidat contre deux poids lourds du Sénat. Il emprunta des sommes astronomiques pour acheter des votes. Le matin de l'élection, en embrassant sa mère avant de partir, il lui dit « Aujourd'hui, tu verras ton fils grand pontife ou exilé. » Il gagna. Ce fut un coup politique magistral. Le Pontifex Maximus résidait dans la Regia, en plein forum. César quitta sa maison de Subure pour ce palais symbolique au cœur de Rome. Cette même année 63 fut marquée par la conjuration de Catilina, une tentative de coup d'État menée par un aristocrate ruiné et désespéré. Catilina avait réuni des vétérans mécontents, des débiteurs accablés, des révolutionnaires qui voulaient brûler Rome et redistribuer les richesses. Le consul Cicéron découvrit le complot et le dénonça dans une série de discours flamboyants, les catilinaires, qui restèrent des modèles de rhétorique. Le Sénat débattit du sort des conjurés capturés. La majorité voulait la mort immédiate, sans procès. César prit la parole et plaida contre l'exécution sommaire.
non par clémence, précisa-t-il, mais par principe républicain. Exécuter des citoyens romains sans jugement en bonne et due forme violait les lois fondamentales. Sa position était dangereuse. On l'accusa d'être complice de Catilina. Une foule en colère l'entoura à la sortie du Sénat. Des épées furent dégainées. César ne s'y a pas. Finalement, c'est Caton le jeune, champion des optimates, qui fit pencher la balance vers l'exécution. Les conjurés furent étranglés dans le Tullianum, la prison souterraine de Rome. César survécut à cette crise, mais il comprenait désormais que Rome était au bord du gouffre. Les institutions républicaines n'étaient plus que des façades. Le vrai pouvoir appartenait à ceux qui contrôlaient les armées. Et justement, deux hommes dominaient le paysage militaire, Pompée et Crassus. Pompée, surnommé Magnus, le Grand, avait écrasé les pirates, vaincu Mithridate, conquis l'Orient. Il était revenu à Rome couvert de gloire mais frustré. Le Sénat, effrayé par sa puissance, refusait de ratifier ses actes et de distribuer des terres à ses vétérans. Crassus, l'homme le plus riche de Rome, avait écrasé la révolte de Spartacus, mais était jaloux de la gloire militaire de Pompée. Les deux hommes se détestaient. César vit une opportunité. En 59 avant notre ère, César devint consul. Pour y parvenir, il avait orchestré une alliance secrète entre Pompée, Crassus et lui-même. Ce pacte privé, que les historiens appellent le premier triumvirat, n'avait aucune légalité constitutionnelle. C'était simplement un accord entre trois hommes puissants pour se soutenir mutuellement et contourner le Sénat. César donna sa fille Julia en mariage à Pompée, scellant l'alliance par le sang. En échange, Pompée et Crassus mobilisèrent leur influence et leur argent pour faire élire César. Le co-consul de César cette année-là était Bibulus, un optitrmate rigide. César l'écrasa si complètement que les Romains plaisantaient en disant qu'on était dans l'année du consulat de Julius et de César, plutôt que de César et Bibulus. Comme consul, César fit passer des lois agraires distribuant des terres aux vétérans de Pompée et aux citoyens pauvres. Il ratifiait les conquêtes orientales de Pompée. Il utilisait la violence des rues, mobilisant des bandes armées pour intimider ses opposants. Caton et les optimates tentèrent de bloquer ces réformes par tous les moyens, utilisant l'obstruction religieuse, prétendant observer de mauvais présages. César passa outre. Il méprisait ces tactiques dilatoires. Bibulus finit par s'enfermer chez lui pour le reste de l'année, déclarant que chaque jour était férié pour empêcher toute activité législative. Personne ne l'écouta. À la fin de son consulat, César se fit attribuer un commandement extraordinaire, le gouvernorat de la Gaule cisalpine, la Transalpine et l'Illyrie pour 5 ans. C'était inhabituel. Normalement, un proconsul gouvernait une seule province pour 1 an. Mais César avait besoin de temps et d'espace. Il avait besoin d'une armée. Il avait besoin de gloire militaire. Il avait 39 ans. S'il voulait rivaliser avec Pompée, s'il voulait réaliser son destin qu'il comparait à celui d'Alexandre, il devait partir à la guerre. Et la Gaule allait lui offrir cette opportunité. La Gaule, ce vaste territoire qui s'étendait de la Méditerranée jusqu'aux brumes de l'océan septentrional, n'était pas une entité unifiée. C'était une mosaïque de tribus celtes, certaines alliées de Rome, d'autres hostiles, toutes jalouses de leur indépendance. Les Romains contrôlaient déjà la Narbonnaise, une bande côtière au sud. Mais le reste, la Gaule chevelue comme ils l'appelaient, demeurait un monde sauvage et mystérieux. César n'avait officiellement aucune raison d'y intervenir massivement, mais il allait s'en créer une. En 58 avant notre ère, les Helvètes, un peuple de la Gaule centrale, décidèrent de migrer vers l'ouest. 368 000 personnes, selon les chiffres de César lui-même, incluant femmes et enfants, se mirent en marche, brûlant leur village derrière eux pour ne pas être tentés de revenir. César, à peine arrivé dans sa province, vit là une menace pour les alliés de Rome. Ou plutôt, il présenta les choses ainsi. Il intercepta les Helvètes, leur refusa le passage par la province romaine, puis les attaqua alors qu'ils tentaient de passer par une autre route. À Bibracte, il les écrasa.
Sur les 368 000 migrants, seuls 110 000 survivants furent autorisés à rentrer chez eux. Le reste périt dans la guerre ou l'exode. Mais César n'en resta pas là. Le chef germain Arioviste, avec 15 000 guerriers, avait traversé le Rhin et s'installait en Gaule. Les tribus gauloises, terrifiées, demandèrent l'aide de Rome. César marcha contre Arioviste. Les deux hommes se rencontrèrent pour négocier. Arioviste, confiant, déclara que les Germains n'avaient pas peur des Romains. César répondit que Rome ne tolérait pas de rivaux en Gaule. La négociation échoua. La bataille eut lieu près du Rhin. Les légions romaines, malgré leur peur initiale des géants germains, remportèrent une victoire décisive. Arioviste s'enfuit au-delà du Rhin. César avait sécurisé la Gaule en une seule campagne. Enfin, c'est ce qu'il écrivit au Sénat. En réalité, la conquête ne faisait que commencer. Les années suivantes, de 57 à 54 avant notre ère, César mena campagne après campagne. Il combattit les Belges au nord, les tribus les plus féroces de Gaule selon lui. Il traversa le Rhin sur un pont qu'il fit construire en 10 jours. Une prouesse d'ingénierie, simplement pour montrer aux Germains que Rome pouvait aller les chercher chez eux. Il resta 18 jours sur la rive germanique, ravagea quelques villages, puis repartit et fit détruire le pont. C'était du théâtre militaire, mais c'était efficace. En 55 et en 54 avant notre ère, César fit quelque chose d'encore plus spectaculaire. Il traversa la Manche et envahit la Bretagne, l'actuelle Grande-Bretagne. Pour les Romains, c'était le bout du monde connu. Une île brumeuse peuplée de barbares tatoués qui vivaient dans des huttes rondes. César mena 2 expéditions. La première fut presque un désastre. Les navires furent endommagés par les tempêtes. Les légionnaires durent combattre sur les plages contre des chars de guerre bretons. Mais César établit une tête de pont, força quelques tribus à se soumettre, puis repartit avant l'hiver. La deuxième expédition fut mieux préparée. Il amena 5 légions et 2000 cavaliers. Il traversa la Tamise, vainquit le chef breton Cassivellonus, prit des otages, imposa un tribut, puis repartit à nouveau. Ces expéditions bretonnes n'avaient aucun intérêt stratégique réel. La Bretagne n'offrait pas de richesses particulières, hormis un peu d'étain et des perles de mauvaise qualité. Mais elles eurent un impact psychologique colossal à Rome. César avait été au-delà de l'océan. Il avait foulé des terres dont on racontait qu'elles touchaient les confins du monde. Les sénateurs votèrent 20 jours de supplication, d'action de grâce aux dieux, un honneur sans précédent. Le nom de César était sur toutes les lèvres. Les enfants jouaient aux légionnaires de César. Les poètes commençaient à le comparer aux héros mythiques. Mais en Gaule même, la situation était loin d'être stable. Les tribus supportaient mal le joug romain. Les réquisitions de blé, les hivernages des légions, les exigences d'otages créaient une tension croissante. En 54 avant notre ère, les Éburons, menés par leur chef Ambiorix, anéantirent une légion et demie, environ 9000 hommes, dans une embuscade. C'était le pire désastre militaire de César en Gaule. Il réagit avec une violence terrible. Il lança des raids punitifs, ravagea le territoire des Éburons, invita même les tribus voisines à venir piller leurs terres. Ambiorix s'échappa et ne fut jamais capturé, devenant une sorte de fantôme insaisissable. En 52 avant notre ère, la Gaule explosa. Presque toutes les tribus se soulevèrent simultanément sous la direction d'un jeune chef arverne, nommé Vercingétorix. Ce nom signifiait « grand roi des guerriers », et l'homme méritait ce titre. Il comprit que les Gaulois ne pouvaient vaincre les Romains en bataille rangée. Il adopta donc une stratégie de terre brûlée, détruisant les récoltes et les villages pour affamer les légions. César, pris au dépourvu, dut se battre comme jamais auparavant. Il assiégea Avaricum, l'actuelle Bourges, et massacra les 40 000 habitants. Puis il marcha sur Gergovie, la capitale de Vercingétorix, et échoua. C'était la première grande défaite de César en Gaule. Il dut lever le siège et se replier. Vercingétorix avait montré que César n'était pas invincible. Mais le chef gaulois commit une erreur.
Enhardi par sa victoire, il décida d'attaquer la cavalerie romaine en rase campagne. Il fut battu et dut se replier dans l'oppidum d'Alésia, une forteresse sur une colline. César arriva avec toutes ses forces. Il ne pouvait pas prendre Alésia d'assaut, les défenses étaient trop fortes. Alors, il décida de quelque chose d'inouï. Il allait assiéger les assiégés. Il fit construire une double ligne de fortification autour d'Alésia. Une première ligne de 11 km de circonférence faisant face à la ville, une seconde ligne de 14 km faisant face à l'extérieur. Entre les deux, il creusa des fossés, planta des pieux, dissimula des pièges. Il transformait Alésia en une prison. Vercingétorix attendait des renforts. Ils vinrent. Une armée de secours gauloise, forte de peut-être 250 000 hommes selon les sources anciennes, bien que ce chiffre soit probablement exagéré, arriva et attaqua les fortifications extérieures. Pendant plusieurs jours, César dut se battre sur 2 fronts. À l'intérieur, Vercingétorix tentait des sorties. À l'extérieur, l'armée de secours lançait assaut après assaut. Les légionnaires, affamés et épuisés, tenaient à peine. À un moment, un point de la ligne extérieure céda presque. César lui-même prit son épée, enfila son paludamentum rouge, son manteau de général, et se précipita dans la mêlée. Sa présence galvanisa les soldats. La ligne tint. L'armée de secours, découragée, finit par se disperser. À l'intérieur, Vercingétorix comprit que tout était perdu. Le chef gaulois se rendit. Il ouvrit les portes d'Alésia, se revêtit de ses plus belles armes, monta son cheval le plus splendide et sortit seul. Il fit le tour de César, assis sur son estrade, puis descendit de cheval, ôta ses armes et s'assit en silence aux pieds du général romain. César ne dit rien. Il fit enchaîner Vercingétorix, qui fut envoyé à Rome, jeté dans une geôle souterraine. 6 ans plus tard, il serait exhibé lors du triomphe de César, puis étranglé rituellement dans la prison mamertine. Telle était la loi de Rome. Les chefs ennemis ne méritaient aucune pitié. Alésia brisa le dos de la résistance gauloise. Il y eut encore quelques soubresauts, quelques tribus à soumettre, mais la Gaule était conquise. En 8 ans, César avait soumis un territoire gigantesque, 3 fois plus grand que l'Italie. Il avait tué, selon ses propres estimations, probablement exagérées, 1 million de Gaulois et en avait réduit 1 autre million en esclavage. Il avait enrichi Rome de butin et s'était enrichi personnellement de façon colossale. Il avait forgé une armée d'élite, loyale à lui personnellement, composée de vétérans endurcis qui avaient combattu du Rhin à l'océan. Et il avait écrit, pendant ses quartiers d'hiver, un livre extraordinaire, les commentaires sur la guerre des Gaules, un récit à la 3e personne, clair, élégant, qui était à la fois un rapport militaire et une œuvre de propagande géniale. À Rome, cependant, la situation avait évolué. Le triumvirat s'était fissuré. Julia, la fille de César et épouse de Pompée, était morte en couche en 54 avant notre ère. Ce lien affectif disparut. Pompée et César n'avaient plus de raison personnelle de rester alliés. Crassus, le 3e homme, avait cherché sa propre gloire militaire en Orient. Il avait envahi la Parthie et avait été écrasé à la bataille de Kars en 53 avant notre ère. Les Parthes lui auraient versé de l'or fondu dans la gorge, dit-on, pour punir son avidité. Le triumvirat n'existait plus. Restaient Pompée et César, 2 géants face à face. Le Sénat, dominé par les optimates, voyait avec effroi la puissance de César. Il avait conquis la Gaule, oui, mais il avait aussi 10 légions fanatiquement loyales. Il avait de l'or à profusion. Il avait la popularité. Il voulait un 2e consulat. Normalement, un consul devait attendre 10 ans avant de se représenter. Mais César n'était pas un homme normal. Il voulait passer directement de son proconsulat à un nouveau consulat, sans période intermédiaire. Pourquoi ? Parce qu'entre ces 2 fonctions, il serait un simple citoyen. Et ses ennemis avaient promis de le poursuivre en justice dès qu'il perdrait son immunité proconsulaire.
Il l'accuserait de toutes sortes de crimes commis pendant son premier consulat et pendant la guerre des Gaules. César serait ruiné, exilé, peut-être même exécuté. Pompée, poussé par les optimates, se rapprocha du Sénat. On lui donna des pouvoirs extraordinaires pour maintenir l'ordre en Italie. On le flatta. On lui dit qu'il était le seul rempart contre le tyran César. Pompée, vieillissant et jaloux de la gloire récente de son ancien allié, se laissa convaincre. Il exigea que César démobilise ses armées. César proposa un compromis. Il démobiliserait si Pompée démobilisait aussi. Pompée refusa. Le Sénat vota un Senatus Consultum Ultimum, la mesure d'urgence ultime, ordonnant au consul de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la République. En clair, ils autorisaient une action militaire contre César. Les tribuns de la plèbe favorables à César, dont Marc-Antoine, tentèrent d'opposer leur veto. Le Sénat passa outre, ce qui était illégal. Antoine et ses collègues durent fuir Rome déguisés en esclaves. Ils rejoignirent César à Ravenne, où il attendait avec une seule légion, la 13e. César, lorsqu'il apprit que le Sénat l'avait déclaré ennemi public, dut prendre une décision. Respecter l'ordre et dissoudre son armée signifiait sa mort politique et peut-être physique. Désobéir signifiait la guerre civile. Il hésita. Vraiment. Ce n'était pas un choix facile, même pour un homme de son ambition. Déclencher une guerre civile à Rome était un crime terrible. Dans la nuit du 10 janvier de l'année 49 avant notre ère, César fit avancer sa légion vers le Rubicon, cette petite rivière qui marquait la frontière entre sa province de Gaule cisalpine et l'Italie proprement dite. Franchir cette rivière avec une armée était strictement interdit. C'était un acte de guerre. César s'arrêta au bord de l'eau. Les sources anciennes nous disent qu'il resta longtemps silencieux, pesant les conséquences. Puis il prononça une phrase célèbre en grec, « aneriphtokubos », que les Romains traduisirent par « alea iacta est », le sort en est jeté. C'était une citation d'une comédie de Ménandre, une expression de joueur. César jouait son va-tout. Il éperonna son cheval et traversa la rivière. La Légion le suivit. La République romaine venait de recevoir un coup mortel. Ce qui suivit fut plus une promenade militaire qu'une guerre. César marcha vers le sud, à marche forcée. Les villes italiennes lui ouvraient leurs portes. Les soldats de Pompée désertaient pour rejoindre celui qui avait vaincu la Gaule. Pompée, pris de court, réalisa qu'il ne pouvait pas défendre l'Italie. Il décida d'évacuer Rome et de se replier en Grèce, où il pourrait lever une armée avec ses alliés orientaux. Les consuls, le Sénat, tout le gouvernement républicain s'enfuit dans la panique. César entra dans Rome sans combattre, 60 jours seulement après avoir franchi le Rubicon. Il se présenta au trésor public pour prendre l'argent nécessaire à sa campagne. Le tribun Métellus tenta de s'interposer physiquement. César le repoussa et prononça une phrase terrible. « Il m'est plus difficile de dire cela que de le faire. » Sous-entendu, « Je pourrais te tuer, mais je préfère juste t'écarter. » César ne s'attarda pas à Rome. Pompée avait laissé des légions en Espagne. Il fallait les neutraliser avant de poursuivre Pompée en Grèce. César marcha donc vers l'Espagne, traversa les Pyrénées et en quelques mois soumit les armées pompéiennes sans grande bataille décisive. À Ilerda, il les encercla et les força à se rendre. Puis il fit quelque chose d'inattendu. Il les laissa partir. Les soldats qui voulaient rentrer chez eux furent libérés avec de l'argent pour le voyage. Ceux qui voulaient se joindre à lui furent intégrés dans ses légions. Cette clémence calculée stupéfia le monde romain. César ne voulait pas être vu comme un tyran sanguinaire. Il voulait être le pacificateur, celui qui réunissait Rome. De retour en Italie, César se fit nommer dictateur, un titre temporaire prévu par la Constitution pour les crises graves. Il l'utilisa pour se faire élire consul, ce qui lui donnait une légitimité constitutionnelle. Puis il abdiqua la dictature après 11 jours seulement. Il montrait qu'il respectait les formes, même s'il les tordait à sa convenance. En janvier de l'année 48 avant notre ère, il traversa l'Adriatique avec 7 légions pour affronter enfin Pompée.
La guerre civile entrait dans sa phase décisive. Pompée avait eu le temps de rassembler une armée massive en Grèce. Il disposait de 11 légions, 7000 cavaliers et contrôlait la mer grâce à sa flotte. César, avec ses 7 légions fatiguées et un ravitaillement précaire, semblait en mauvaise posture. Les deux armées se cherchèrent pendant des mois dans les montagnes d'Épire. César tenta d'assiéger Pompée à Dyrrhachium, mais Pompée brisa le siège et infligea à César une défaite. César dut se replier. Pour la première fois, ses soldats avaient reculé. Il dit à ses proches, « Aujourd'hui, l'ennemi aurait gagné s'il avait eu un vainqueur pour chef. » C'était un coup contre Pompée qui, malgré sa victoire, n'avait pas exploité l'avantage. César se replia vers la Thessalie. Pompée le suivit, poussé par ses alliés sénateurs qui voulaient avoir la bataille décisive. Le 9 août de l'année 48 avant notre ère, les deux armées se firent face dans la plaine de Pharsale. Pompée avait l'avantage numérique, 45 000 hommes contre 22 000 pour César. Sa stratégie était simple, écraser l'aile droite de César avec sa cavalerie supérieure, puis envelopper son armée. César comprit le plan. Il créa une 4e ligne secrète de 6 cohortes, environ 3 000 hommes, qu'il cacha derrière son aile droite avec ordre de tenir leurs javelots comme des lances et de viser le visage des cavaliers ennemis. La bataille commença. La cavalerie de Pompée chargea comme prévu. Mais alors qu'elle allait submerger l'aile de César, les 6 cohortes cachées surgirent et attaquèrent les cavaliers au visage. Les chevaliers pompéiens, souvent de jeunes aristocrates romains peu habitués au vrai combat, paniquèrent devant ces javelots qui menaçaient leurs yeux et leurs visages. Ils rompirent et s'enfuirent. L'infanterie de César put alors envelopper l'armée de Pompée. En quelques heures, c'était fini. 15 000 Pompéiens gisaient, morts ou mourants. Le reste s'enfuit. Pompée, abasourdi, ôta son manteau de général et quitta le champ de bataille. Il s'enfuit vers la côte, embarqua sur un navire et prit la mer vers l'Égypte, espérant y trouver refuge. César, après Pharsale, prononça une phrase en contemplant les cadavres de citoyens romains. « Hoc voluerunt » Ils l'ont voulu. Il rejetait la responsabilité sur ses ennemis. Puis, il commença la poursuite. Il avait ordonné à ses soldats d'épargner les citoyens romains sur le champ de bataille, de tuer seulement les auxiliaires étrangers. Cette clémence, encore une fois, faisait partie de son image. Il n'était pas si las. Il ne voulait pas de proscription, pas de bain de sang. Il pardonna à nombre de sénateurs capturés. Certains, comme Brutus, le fils de sa maîtresse Servilia, furent non seulement pardonnés, mais élevés à des postes importants. César poursuivit Pompée jusqu'en Égypte. Mais quand il arriva à Alexandrie en octobre 48 avant notre ère, on lui présenta la tête de Pompée dans un panier. Le jeune roi d'Égypte, Ptolémée XIIIe, âgé de 14 ans, avait fait assassiner Pompée alors qu'il débarquait, espérant gagner les faveurs de César. Ce fut une erreur de calcul. César, en voyant la tête de son ancien ami et gendre, se mit à pleurer. Il fit exécuter l'assassin et ordonna des funérailles honorables pour Pompée. César comprenait la symbolique. Pompée avait été son égal, son rival, mais pas un criminel qu'on assassinait lâchement. César resta en Égypte. Il y avait une guerre de succession entre Ptolémée et sa sœur Cléopâtre, qui devait être son épouse selon la tradition égyptienne. Cléopâtre avait été chassée du pouvoir. Elle avait 22 ans, parlait 9 langues et possédait une intelligence politique redoutable. Elle comprit que César était sa chance. Elle se fit apporter à lui, dit-on, roulée dans un tapis ou un sac de couchage. L'image est probablement romantique, mais le fait est que Cléopâtre séduisit César. Était-ce par son physique ? Les sources anciennes disent qu'elle n'était pas particulièrement belle, mais que son charme, son esprit et sa voix étaient irrésistibles. César avait 52 ans, elle 22. Il en tomba amoureux, ou du moins fut suffisamment ensorcelé pour s'impliquer dans les affaires égyptiennes. César décida de rétablir Cléopâtre sur le trône aux côtés de son frère. Mais Ptolémée et ses conseillers refusèrent. Une guerre éclata à Alexandrie même.
César se retrouva assiégé dans le palais royal avec seulement 4000 hommes face à une armée égyptienne 20 fois supérieure. Pendant des mois, il se battit dans les rues d'Alexandrie. La célèbre bibliothèque brûla pendant ces combats, ou du moins une partie de ses entrepôts. Finalement, des renforts arrivèrent. César écrasa l'armée de Ptolémée. Le jeune roi se noya dans le Nil en tentant de fuir. Cléopâtre devint seule reine d'Égypte, bien qu'elle dût formellement épouser son autre frère, Ptolémée XIVe, encore enfant. César passa plusieurs mois en Égypte, faisant une croisière sur le Nil avec Cléopâtre, visitant les monuments antiques. Ce fut probablement la période la plus paisible de sa vie adulte. Cléopâtre tomba enceinte et donna naissance à un fils qu'elle nomma Césarion, petit César. César ne reconnut jamais officiellement cet enfant, mais il ne nia jamais non plus en être le père. À Rome, son absence prolongée en Égypte commençait à faire jaser. Ses ennemis disaient qu'il était devenu le jouet d'une reine étrangère, qu'il oubliait Rome pour les plaisirs orientaux. César finit par quitter l'Égypte au printemps de l'année 47 avant notre ère. Mais il ne rentra pas directement à Rome. Il devait d'abord régler un problème en Asie mineure. Pharnace, fils de Mithridate, avait profité de la guerre civile pour envahir des territoires romains. César marcha contre lui, le rencontra près de Zéla et l'écrasa en une seule bataille qui dura 4 heures. C'est après cette victoire qu'il écrivit au Sénat son rapport le plus célèbre. « Veni, vidi, vici, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu ». 3 mots pour résumer une campagne. C'était du pur César. Efficace, arrogant, mémorable. Il rentra enfin à Rome en septembre 47 avant notre ère. Il avait été absent 18 mois. Pendant ce temps, l'Italie avait sombré dans le chaos. Son lieutenant Antoine, laissé en charge, s'était montré incapable. Des émeutes avaient éclaté. Des légions s'étaient mutinées, exigeant leurs primes et leur démobilisation. César dut tout remettre en ordre. Il fit face aux légionnaires mutins avec un courage extraordinaire. Seul, sans garde, il se présenta devant la 10e légion révoltée. Les soldats hurlaient leurs revendications. César les écouta, puis commença son discours par un seul mot. « Quirite, citoyens ». C'était un choc. On appelait « quirite » les civils, pas les soldats. En utilisant ce terme, César signifiait qu'il les considérait démobilisés. Le silence tomba. Les vétérans, réalisant qu'ils allaient perdre leur général, leur identité, supplièrent César de les reprendre. Il accepta, après avoir fait mine d'hésiter. C'était du théâtre, mais c'était brillant. Il restait encore des poches de résistance pompéienne. En Afrique, les optimates s'étaient regroupés autour de Caton le Jeune et de Scipion. César embarqua avec quelques légions et débarqua près d'Hadrumète. La campagne africaine fut difficile. Les Pompéiens disposaient d'éléphants de guerre, de cavalerie numide et d'une solide position défensive. Mais à Thapsus, en avril de l'année 46 avant notre ère, César remporta une victoire totale. 10 000 Pompéiens moururent. Caton, apprenant la défaite, choisit de mettre fin à ses jours à Utique plutôt que de demander pardon à César. Il mourut avec la même fermeté qu'il avait toujours montrée dans sa vie, fidèle à ses principes stoïciens. Ce suicide fit de lui un martyr de la République aux yeux de beaucoup de Romains. César, lorsqu'il apprit la nouvelle, aurait dit « Caton, je t'envie ta mort, puisque tu m'as envié l'honneur de te sauver. » Une dernière campagne restait nécessaire. Les fils de Pompée avaient levé une armée en Espagne. César, bien qu'épuisé et malade, dut repartir. À Munda, en mars 45 avant notre ère, il affronta la dernière armée pompéienne. Ce fut sa bataille la plus dure. À un moment, ses lignes vacillèrent. César saisit un bouclier, descendit de cheval et se jeta dans la mêlée en criant à ses soldats s'ils n'avaient pas honte d'abandonner leur général. Les légionnaires tinrent. La victoire fut complète. 30 000 ennemis furent tués. Les fils de Pompée s'enfuirent. L'un fut capturé et exécuté. L'autre, Sextus Pompée,
s'échappa et continuerait à faire parler de lui plus tard. Mais pour l'essentiel, la guerre civile était terminée. César était maître du monde romain. Il rentra à Rome en octobre 45 avant notre ère et célébra 4 triomphes successifs pour la Gaule, l'Égypte, le Pont et l'Afrique. Pendant des jours, Rome vibra au rythme des processions. Les légions défilaient. Les captifs enchaînés marchaient devant le char de César. On exhibait des maquettes de villes conquises, des cartes peintes des territoires soumis, des monceaux de butin. On distribuait de l'argent au peuple, 400 sesterces par citoyen. On organisa des banquets gigantesques, des combats de gladiateurs, des courses de chars. Vercingétorix, après 6 ans de prison, fut traîné dans les rues, puis étranglé selon le rituel. Arsinoé, la sœur de Cléopâtre qui s'était opposée à César en Égypte, fut exhibée enchaînée, mais César la gracia ensuite sous la pression de la foule qui avait pitié de cette jeune femme. César était maintenant dictateur, pas pour 6 mois comme le prévoyait la tradition, mais pour 10 ans. Bientôt, ce serait à vie. Il cumulait les titres, consul, grand pontife, censeur, tribun de la plèbe avec tous ses pouvoirs mais sans le titre formel. Il portait en permanence la couronne de laurier du triomphateur, qui dissimulait aussi sa calvitie grandissante, une coquetterie dont ses ennemis se moquaient. Il avait le droit de siéger sur une chaise dorée, de porter la toge pourpre des anciens rois de Rome, de faire précéder sa personne de 72 licteurs, le double de ce qui était accordé à un consul. Son image ornait les pièces de monnaie de son vivant, une première à Rome, où seuls les morts étaient représentés sur l'argent. Le mois de son anniversaire, Quintilis, fut rebaptisé Julius, juillet. Mais César ne se contenta pas de symbolisme. Il lança un programme de réforme d'une ampleur stupéfiante. Il réforma le calendrier romain, qui était tellement désynchronisé avec les saisons qu'il accusait 3 mois de retard. César, avec l'aide de l'astronome égyptien Sosygène, créa le calendrier julien de 365 jours, avec un jour supplémentaire tous les 4 ans. Ce calendrier, avec des ajustements mineurs au XVIe siècle, est encore celui que nous utilisons aujourd'hui. Il redistribua des terres à ses vétérans et à 80 000 citoyens pauvres, les installant dans des colonies en Italie et dans les provinces. Il lança d'immenses projets de travaux publics, un nouveau forum, le Forum Iulium, avec un temple à Vénus Génétrix, l'ancêtre mythique de sa famille, des travaux de drainage des marais pontins, des plans pour un canal à travers l'isthme de Corinthe. Il étendit la citoyenneté romaine à de nombreuses communautés gauloises et espagnoles. Il agrandit le Sénat, y faisant entrer des représentants des provinces, des Gaulois même, ce qui choqua profondément l'aristocratie traditionnelle. On plaisantait en disant qu'il fallait maintenant des cartes pour que les nouveaux sénateurs trouvent le chemin de la curie. Il réglementa le luxe, limita les banquets somptueux, obligea les riches à réinvestir une partie de leur fortune en Italie plutôt que de la placer à l'étranger. Il révisa les lois sur la dette, un problème endémique à Rome. Il améliora l'administration des provinces, réduisant les pouvoirs des gouverneurs pour limiter les abus. Il créa la première vraie bibliothèque publique de Rome, sur le modèle d'Alexandrie, confiant le projet à Varron, le plus grand érudit de l'époque. Il fit drainer des ports, construire des routes. Son énergie semblait sans limite. Il dormait peu, travaillait jour et nuit, dictait des lettres à plusieurs secrétaires simultanément. Mais il faisait tout cela seul, ou presque. Il consultait peu le Sénat, qui n'était plus qu'une chambre d'enregistrement. Les magistrats étaient élus sur ses recommandations. Les lois étaient proposées par lui. César incarnait l'État. C'était efficace, personne ne pouvait le nier. Mais c'était aussi la négation de la République. Rome avait chassé ses rois 5 siècles plus tôt. Les Romains avaient une peur viscérale du mot « roi ». César ne prit jamais ce titre, mais il en avait la réalité. Et certains commençaient à murmurer qu'il cherchait même à se faire officiellement couronner. Un incident cristallisa ses craintes. Lors de la fête des Lupercales, en février 44 avant notre ère, Marc-Antoine, qui était consul,
offrit publiquement un diadème royal à César. 3 fois, il le lui tendit. 3 fois, César refusa et ordonna qu'on porte le diadème au Capitole pour l'offrir à Jupiter, le seul véritable roi de Rome. La foule applaudit les refus, mais beaucoup se demandèrent si cette scène n'était pas une répétition, un test pour jauger la réaction du peuple. Des statues de César furent trouvées couronnées de diadèmes. Des tribuns les arrachèrent et arrêtèrent ceux qui avaient crié « Roi !» en acclamant César. César fit destituer ces tribuns. L'affaire fit scandale. César voulait-il vraiment devenir roi ? Lui-même entretenait l'ambiguïté. Un groupe d'hommes décida que César était allé trop loin. C'étaient des sénateurs, une 60aine, issus de tous horizons. Certains étaient d'anciens Pompéiens pardonnés par César, comme Cassius et Brutus. D'autres étaient des Césariens déçus. Ils se réunissaient en secret. Leur leader moral était Marcus Junius Brutus, descendant du Brutus qui avait chassé le dernier roi de Rome. César aimait Brutus comme un fils. Servilia, la mère de Brutus, avait été la maîtresse de César pendant des années. Des rumeurs circulaient même selon lesquelles Brutus serait le fils naturel de César, bien que chronologiquement ce soit impossible. César avait comblé Brutus d'honneur après Pharsale, lui donnant le gouvernorat d'une province, le faisant préteur. Mais Brutus était un idéaliste. Il voyait César détruire la République que ses ancêtres avaient fondée. Il ne pouvait pas l'accepter. Cassius, l'autre chef de la conjuration, avait des motifs plus personnels. Il estimait que César ne l'avait pas assez récompensé. Mais il habillait sa rancœur de nobles principes républicains. Les conjurés jurèrent de tuer César. Ils ne voulèrent pas d'un coup d'État militaire. Ils voulaient un acte symbolique, un tyrannicide philosophique, comme ceux dont parlaient les penseurs grecs. Ils tueraient César en plein Sénat, devant tous, pour montrer qu'ils agissaient au nom de la République. La date fut fixée aux ides de mars, le 15 mars de l'année 44 avant notre ère. Ce jour-là, le Sénat devait se réunir dans la curie de Pompée. César devait y assister. C'était l'occasion parfaite. Les jours précédents, des signes inquiétants se multiplièrent. Un devin nommé Spurina avertit César de se méfier des ides de mars. La nuit précédente, Calpurnia, l'épouse de César, fit un cauchemar. Elle rêva qu'elle tenait son mari mort dans ses bras. Au matin, elle supplia César de ne pas aller au Sénat. César hésita. Il se sentait fatigué. Mais Decimus Brutus, un des conjurés, vint le chercher et le persuada. Les sénateurs l'attendaient. Il ne pouvait pas les décevoir. César se rendit au Sénat en litière. En chemin, quelqu'un lui tendit un rouleau contenant les noms des conjurés et les détails du complot. César le prit, mais ne le lut pas, le mêlant aux autres documents qu'il portait. Quand il entra dans la curie, le devin Spurina se trouvait là. César, de bonne humeur, lui lança « Les ides de mars sont venues. » Spurina répondit « Oui, mais elles ne sont pas passées. » César s'assit sur sa chaise dorée. Les sénateurs se rassemblèrent autour de lui. Un nommé Tillius Cimber s'approcha pour présenter une pétition concernant le rappel de son frère exilé. C'était le signal. Cimber saisit la toge de César et la tira vers le bas, dénudant son épaule. César s'écria « Ista quidem vis est » mais c'est de la violence. Casca, derrière lui, frappa le premier coup, visant le cou, mais manquant sa cible dans sa nervosité et blessant seulement l'épaule. César se retourna, saisit le bras de Casca avec son stylet métallique, le seul objet pointu qu'il avait. Puis tous les autres se jetèrent sur lui. Les poignards s'abattaient de tous côtés. César tenta de se défendre, se débattit, mais il y avait trop de coups. 23 au total. Quand il vit Brutus approcher avec sa dague, César s'arrêta de lutter. Il remonta sa toge sur sa tête pour ne pas montrer son visage dans la mort et tomba aux pieds de la statue de Pompée. Ces derniers mots, selon certaines sources, furent en grec. « Caesu, teknon, toi aussi, mon enfant. »
La phrase latine « tucoque » brut filimi est probablement apocryphe, popularisée plus tard par Shakespeare. Mais le sentiment était là. La trahison de Brutus blessait plus profondément que toutes les lames. Les conjurés restèrent un moment immobiles, couverts de sang, dans le silence stupéfait de la curie. Puis ils sortirent en brandissant leurs poignards ensanglantés, criant « Liberté !» et « La tyrannie est morte !» Ils s'attendaient à ce que le peuple les acclame comme des libérateurs. Au lieu de cela, les Romains s'enfuirent, terrifiés, les boutiques fermèrent, les gens se barricadèrent. Personne ne savait ce qui allait se passer. Marc-Antoine, qui devait être tué lui aussi, mais avait été écarté à la dernière minute par Trébonius, un des conjurés, s'enfuit et se cacha. Rome plongea dans l'incertitude. Le corps de César resta plusieurs heures abandonné sur le sol de marbre. Finalement, 3 esclaves le récupérèrent et le ramenèrent chez lui dans une litière dont les bras pendaient sur les côtés. Calpurnia, dévastée, reçut le cadavre de son mari. Les médecins examinèrent le corps. Des 23 coups de poignard, dirent-ils. Un seul avait été mortel, celui qui avait transpercé le cœur. Les autres avaient été infligés dans la confusion, les conjurés se blessant même entre eux dans leur frénésie. Les jours suivants furent chaotiques. Le Sénat se réunit. Les conjurés pensaient qu'ils allaient être acclamés. Mais personne ne savait quoi faire. Cicéron, le grand orateur, qui n'avait pas participé au complot mais le soutenait, était perdu. Antoine négocia. Un compromis étrange fut trouvé. Les assassins seraient amnistiés, mais les actes de César resteraient valides. C'était une position impossible à tenir. Comment pouvait-on dire qu'un homme était un tyran dont le meurtre était justifié, mais que toutes ses décisions devaient être respectées? Mais dans l'immédiateté, cela calma les esprits. Puis vint le testament. César l'avait rédigé en septembre de l'année précédente, 6 mois avant sa mort. Il était déposé chez les Vestales. On l'ouvrit en présence d'Antoine. Le contenu était explosif. César léguait à chaque citoyen romain 300 sesterces, une fortune pour un ouvrier. Il laissait ses jardins transtibérimes au peuple de Rome comme parc public. Et surtout, il adoptait à titre posthume son petit-neveu Gaius Octavius, un jeune homme de 18 ans alors en Grèce. Ce jeune homme devenait donc Gaius Julius César Octavianus. Il était l'héritier de César. Le monde ne le savait pas encore, mais ce garçon allait devenir Auguste, le premier empereur de Rome. Les funérailles de César furent organisées au Forum. Antoine prononça l'éloge funèbre. Il commença calmement, énumérant les exploits de César, ses conquêtes, ses bienfaits. Puis il lut le testament, révélant les dons au peuple. La foule frémit. Antoine montra la toge ensanglantée de César, trouvée de dizaines de trous. Il mima comment César avait été frappé, encerclé, trahi même par ceux qui l'avaient pardonné. La foule hurla. L'émotion tourna à la fureur. Les Romains saisirent des bancs, des planches, tout ce qu'ils trouvaient, construisirent un bûcher improvisé sur le forum même et y brûlèrent le corps de César. Les flammes montèrent si haut qu'elles menaçaient les temples voisins. Des émeutiers se précipitèrent vers les maisons des conjurés. Ils lynchèrent un certain Cinna, un poète innocent qui avait le malheur de porter le même nom qu'un des assassins. Les tyrannicides durent fuir Rome dans la nuit. La République, pour laquelle Brutus et ses complices avaient tué César, ne fut pas restaurée. Au contraire, le meurtre de César déclencha 13 années de guerre civile encore plus sanglantes. Antoine et Octavien, après s'être opposés, formèrent une alliance avec Leupide, créant le second triumvirat. Ils dressèrent des listes de proscription. 300 sénateurs et 2000 chevaliers furent condamnés à mort. Cicéron, la voix de la République, fut assassiné. Sa tête et ses mains furent clouées à la tribune du forum où il avait tant parlé. Antoine s'acharna sur le cadavre. Sa femme Fulvia arracha la langue de Cicéron et la perça avec des épingles à cheveux.
les armées d'Antoine et Octavien rattrapèrent les assassins de César à Philippe, en Macédoine, en 42 avant notre ère. 2 batailles furent livrées. Cassius, croyant à tort que tout était perdu après la première, se suicida. Brutus, vaincu dans la seconde bataille, se jeta sur son épée. Avant de mourir, il prononça une dernière phrase. « Ô malheureuse vertu, tu n'étais donc qu'un mot creux. » Les autres conjurés furent traqués et tués un à un. Aucun ne survécut longtemps. Le fantôme de César, disait-on, les poursuivait. Octavien et Antoine se partagèrent le monde romain. Antoine prit l'Orient et s'allia à Cléopâtre, tombant sous son charme comme César avant lui. Octavien consolida l'Occident. Inévitablement, ils finirent par s'affronter. À Actium, en 31 avant notre ère, la flotte d'Octavien détruisit celle d'Antoine et Cléopâtre. Le couple s'enfuit en Égypte. L'année suivante, Octavien envahit l'Égypte. Antoine se suicida, croyant que Cléopâtre était morte. Elle ne l'était pas. Elle tenta de séduire Octavien, comme elle avait séduit César et Antoine. Mais Octavien était d'une autre trempe, froid et calculateur. Comprenant qu'elle serait exhibée enchaînée lors du triomphe d'Octavien, Cléopâtre se fit apporter un aspic, un serpent venimeux, caché dans un panier de figues. Elle se fit mordre et mourut. Césarion, le fils de César et Cléopâtre, fut exécuté sur ordre d'Octavien. « Trop de César, c'est dangereux », aurait-il dit. En 27 avant notre ère, Octavien reçut du Sénat le titre d'Auguste, le Vénérable. Il ne se proclama jamais roi, ni même dictateur. Il se disait simplement le premier citoyen, le princeps. Mais il était l'empereur de fait. Il régna 41 ans, établissant un système qui durerait 5 siècles. La République était morte. César l'avait tué. Ou plutôt, il avait achevé ce que d'autres avant lui avaient commencé. Auguste construisit sur les cendres de la République l'Empire romain. L'héritage de César est immense et ambivalent. Il fut un génie militaire, un écrivain brillant, un réformateur visionnaire. Mais il fut aussi un homme qui précipita Rome dans la guerre civile par ambition personnelle, qui tua 1 million de Gaulois, qui détruisit les institutions républicaines. Les Romains eux-mêmes ne surent jamais comment le juger. Après sa mort, le Sénat le divinisa. Un temple fut érigé sur le lieu de sa crémation. Jules César devenait Divus Julius, le divin Jules. Un culte lui fut rendu. Mais dans le même temps, beaucoup continuèrent à vénérer Brutus et Cassius comme des héros ayant tenté de sauver la liberté. À travers les siècles, cette ambiguïté persista. Pour Dante, au XIVe siècle, Brutus et Cassius étaient dans le cercle le plus profond de l'enfer, mâchés éternellement dans les 3 bouches de Satan aux côtés de Judas, les 3 pires traîtres de l'histoire. Mais pour d'autres penseurs, Brutus était un modèle de vertu républicaine. Shakespeare, au XVIe siècle, écrivit une tragédie qui montrait César comme un tyran potentiel, mais Brutus comme un homme tragique détruit par son propre idéalisme. Le nom de César devint synonyme de pouvoir absolu. Les empereurs romains portèrent le titre de César. Quand l'empire se divisa, les empereurs byzantins se disaient Caesar. Les souverains germaniques adoptèrent Kaiser. Les tsars russes tiraient leur titre de César. Même aujourd'hui, nous vivons avec l'empreinte de César. Le calendrier que nous utilisons est essentiellement le sien. Le mois de juillet porte son nom. L'idée même de l'empereur, du chef suprême qui incarne l'État, descend en droite ligne de César. Les révolutionnaires français de 1789 admiraient Brutus et condamnaient César le tyran. Napoléon, quelques années plus tard, se comparait à César et fit ériger des arcs de triomphe à sa gloire. César fascine parce qu'il incarne les contradictions de l'humanité. Il était à la fois le conquérant impitoyable qui massacrait des peuples entiers et le chef clément qui pardonnait à ses ennemis. Il était l'aristocrate patricien et le champion du peuple. Il était le calculateur politique froid
et l'amant passionné. Il écrivait des traités de grammaire latine et commandait des légions. Il pouvait pleurer devant une statue d'Alexandre et ordonner froidement la crucifixion de pirates. Il était brillant et vaniteux, courageux et manipulateur, visionnaire et destructeur. L'assassinat de César pose une question éthique qui traverse les âges. Est-il justifié de tuer un tyran ? Brutus et ses complices pensaient agir pour la liberté. Mais leur acte plongea Rome dans 13 années de guerre civile qui coûtèrent des centaines de milliers de vies et aboutirent exactement à ce qu'ils voulaient éviter. Un pouvoir monarchique encore plus absolu sous Auguste. César avait-il vraiment l'intention de se faire couronner roi ? Nous ne le saurons jamais. Peut-être lui-même ne le savait-il pas. Peut-être attendait-il de voir jusqu'où il pourrait aller. Ou peut-être était-il sincère quand il refusait le diadème. Peut-être aimait-il réellement Rome et pensait-il que son pouvoir personnel était nécessaire pour restaurer l'ordre après un siècle de guerre civile. Ce qui est certain, c'est que la République romaine était déjà mourante bien avant César. Les institutions conçues pour une petite cité-État ne pouvaient plus gouverner un empire s'étendant de l'Espagne à la Syrie. L'armée professionnelle, loyale à son général plutôt qu'à l'État, rendait inévitable l'émergence de chefs militaires tout-puissants. Marius, Sylla, Pompée avaient ouvert la voie. César parcourut cette route jusqu'au bout. S'il n'avait pas existé, un autre aurait probablement fait la même chose. Mais cet autre n'aurait peut-être pas eu le génie de César, sa capacité à incarner son époque si complètement que son nom devint immortel. Les historiens se sont interrogés sur la psychologie de César. Souffrait-il de mégalomanie ? Croyait-il vraiment descendre de Vénus ? Pensait-il avoir un destin divin ? Suétone rapporte que César était sujet à des crises d'épilepsie, qu'il appelait le mal sacré. Certains historiens modernes ont spéculé que ces crises auraient pu altérer sa personnalité, le rendant plus impulsif, plus convaincu de sa singularité. D'autres notent son énergie presque surhumaine, sa capacité à dicter plusieurs lettres simultanément, à dormir quelques heures seulement, à lire en chevauchant. Était-ce simplement une constitution exceptionnelle ou quelque chose de plus complexe ? César vivait avec la mort. Il faillit mourir plusieurs fois, dans sa jeunesse, proscrit par Sylla, capturé par les pirates, dans d'innombrables batailles, malade en Espagne. Cette proximité constante avec la mort lui donnait peut-être une perspective particulière sur la vie. Il semble avoir vécu avec intensité, saisissant chaque opportunité, repoussant chaque limite. La veille de sa mort, lors d'un dîner chez Lepide, quelqu'un demanda quelle était la meilleure façon de mourir. César répondit soudainement. Le lendemain, il obtenait son vœu. Sa relation avec les femmes révèle aussi sa complexité. Il se maria 3 fois. Cornelia, qu'il aima suffisamment pour risquer sa vie en refusant de divorcer quand Sylla l'ordonna. Pompeia, qu'il répudia après un scandale sans véritable preuve de sa culpabilité, disant « La femme de César ne doit pas même être soupçonnée ». Et Calpurnia, qu'il respectait mais ne semblait pas passionnément aimer. Il eut de nombreuses maîtresses, dont Servilia, la mère de Brutus, qu'il aima longtemps. Et il y eut Cléopâtre, peut-être le seul amour qui le déstabilisa vraiment. Cette reine qui était son égale intellectuel et politique. César était aussi un écrivain remarquable. Ses commentaires sur la guerre des Gaules restent un chef-d'œuvre de prose latine. Claire, élégante, dépourvue de fioritures. Il écrit à la 3e personne, créant une distance narrative qui donne une impression d'objectivité. Bien sûr, c'est aussi de la propagande. Il minimise ses échecs, exagère les nombres ennemis, justifie ses actions. Mais c'est une propagande si bien faite qu'elle fonctionne encore aujourd'hui. Les écoliers lisent César en cours de latin et voient un général noble combattant des barbares, rarement le conquérant brutal qui détruisit une civilisation entière. César savait que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Il écrivit la sienne lui-même. Il écrivit aussi de la poésie, aujourd'hui perdue,
il composa un traité sur l'analogie grammaticale, dédié à Cicéron, dans lequel il argumentait pour une régularité de la langue latine. Pendant ses campagnes gauloises, il trouvait le temps de travailler sur ses textes savants. Cette combinaison du guerrier et de l'intellectuel fascinait déjà ses contemporains. Cicéron lui-même, qui détestait la politique de César, admirait son style littéraire, le qualifiant de sobre, correct et élégant. Physiquement, César ne correspondait pas au stéréotype du héros romain. Il était grand et mince, pas particulièrement musclé. Il avait un visage allongé, des yeux noirs perçants. Il était chauve, ce qui le chagrinait, et il ramenait souvent ses cheveux clairsemés en avant pour masquer sa calvitie. Le droit de porter en permanence la couronne de laurier qu'il obtint après ses triomphes lui permit de dissimuler cette faiblesse. Il était vaniteux sur son apparence, soignait sa tenue, s'épilait même le corps selon Suétone, ce qui était considéré comme un trait de caractère grec ou oriental, pas romain. Ses ennemis se moquaient de cette vanité, mais César s'en fichait ou feignait de s'en ficher. Ce qui frappait chez César, tous les témoignages concordent, c'était son charisme. Quand il parlait, on l'écoutait. Quand il regardait quelqu'un, cette personne se sentait vue, reconnue. Il avait une mémoire exceptionnelle pour les noms et les visages. Il connaissait ses soldats, parlait avec eux, partageait leurs difficultés. Il mangeait le même pain dur, marchait à pied comme eux lors des étapes forcées. Mais il savait aussi, au bon moment, rappeler qu'il était leur chef, descendant des dieux, destiné à la grandeur. Cette capacité à osciller entre proximité et distance, entre camaraderie et autorité, faisait de lui un leader incomparable. Le César que nous connaissons est aussi le produit de ses biographes. Suétone, écrivant 150 ans après la mort de César, rassembla toutes les anecdotes, les vraies et les douteuses, créant un portrait à la fois détaillé et suspect. Plutarque, son contemporain, écrivit une biographie comparant César à Alexandre. Ces textes, copiés et recopiés pendant des siècles, façonnèrent notre vision. Shakespeare s'appuya sur Plutarque pour sa tragédie. Les historiens modernes tentent de démêler le fait de la légende, mais la tâche est ardue. César est devenu un mythe de son vivant. Le mythe a souvent plus de poids que la réalité. Pourquoi racontons-nous encore l'histoire de César 2 millénaires plus tard ? Peut-être parce qu'elle pose des questions qui restent actuelles. Jusqu'où un individu peut-il aller au nom de l'ambition ? Quand la démocratie devient-elle dysfonctionnelle au point qu'un homme fort semble nécessaire ? Le meurtre politique est-il jamais justifié ? La clémence est-elle une force ou une faiblesse ? César n'offre pas de réponse simple. Sa vie est une tragédie au sens classique. Un homme d'une capacité extraordinaire, élevé au sommet du pouvoir, détruit par les forces mêmes qu'il avait déclenchées. Rome ne pleura pas César d'une seule voix. Pour certains, c'était le tyran abattu enfin. Pour d'autres, c'était le père de la patrie assassiné. Cette division persista. Aujourd'hui encore, le nom de César évoque simultanément le génie et la tyrannie, la grandeur et la destruction. Il est le conquérant qui étendit la civilisation romaine à la Gaule et à la Bretagne, ouvrant ses territoires à l'influence méditerranéenne qui façonnerait l'Europe. Mais il est aussi l'homme qui détruisit les libertés républicaines, inaugurant un modèle de pouvoir personnel qui serait copié par tant de dictateurs à travers l'histoire. Si César était revenu à la vie le soir des Ides de Mars, que se serait-il passé ? La question est vaine, mais les Romains eux-mêmes se la posèrent. Certains crurent voir son fantôme errant près de la curie de Pompée. D'autres jurèrent avoir vu une étoile nouvelle apparaître au ciel, lors de ses jeux funéraires, signe que César était monté rejoindre les dieux. Une comète apparut effectivement en juillet de l'année 44 avant notre ère, quelques mois après sa mort. Auguste en fit le symbole de la divinisation de César et la fit représenter sur les pièces de monnaie avec l'inscription « Divus Julius ». César était devenu une constellation. La mort de César changea le monde. Non parce qu'elle restaura la République, elle ne le fit pas, mais parce qu'elle démontra définitivement que l'ancien système était mort.
Les meurtriers crurent en finissant avec César qu'il sauverait Rome. Ils précipitèrent sa chute finale. Auguste comprit la leçon. Lui aussi concentra tout le pouvoir, mais il le fit avec plus de subtilité, cachant son autorité absolue derrière les façades républicaines. Il ne commit pas l'erreur d'orgueil de César. Il fut ce que César aurait peut-être voulu être s'il avait vécu plus longtemps, s'il avait eu le temps de consolider, de normaliser son pouvoir. Mais César n'eut pas ce temps. Il mourut à 55 ans, au sommet de sa gloire, sans avoir achevé son œuvre. Les projets inachevés de César nous donnent un aperçu de ce qu'il envisageait. Il préparait une campagne contre les Parthes pour venger Crassus et pousser les frontières de Rome jusqu'à l'Inde, marchant littéralement sur les traces d'Alexandre. 18 légions étaient assemblées. César devait partir 3 jours après les Ides de Mars. Si le complot avait échoué, si César était parti pour l'Orient, aurait-il conquis la partie? Aurait-il atteint l'Inde? Serait-il revenu couvert d'une gloire encore plus grande, assez grand pour enfin se faire couronner roi sans opposition? Ou aurait-il trouvé sa fin dans les déserts de Mésopotamie, comme tant d'armées romaines après lui? Nous ne le saurons jamais. Les poignards de Brutus et Cassius fermèrent toutes ces possibilités. Ce qui reste, ce sont les mots. Veni, vidi, vici, alea iacta est, tu coq brut. Des phrases qui ont traversé 2000 ans, qui sont entrées dans toutes les langues européennes, qui sont citées par des gens qui ignorent leur origine. Des phrases qui capturent l'essence de César. La brièveté, l'arrogance, la confiance, la trahison. César comprenait le pouvoir des mots. Il savait qu'un bon mot au bon moment vaut une légion. Il savait que l'histoire se souvient des phrases, pas des faits. Il créa lui-même ses propres citations, écrivit lui-même sa légende. Et cette légende vécut. Dans les ruines du Forum romain, on peut encore voir l'endroit où César fut brûlé, marqué maintenant par un simple autel moderne. Les touristes passent, photographient, repartent. Peu comprennent vraiment ce qui s'est joué là. Comment le meurtre d'un homme en ce point précis modifia le cours de la civilisation occidentale. César lui-même, s'il pouvait voir cela, aurait-il été satisfait? Aurait-il considéré que son pari avait réussi, que sa gloire était effectivement éternelle? Ou aurait-il regretté, comme Brutus mourant, d'avoir poursuivi une vertu qui n'était qu'un mot creux? Nous racontons l'histoire de César parce qu'elle est notre histoire. L'Occident moderne descend de Rome, et Rome fut transformée irréversiblement par cet homme. Notre calendrier, nos institutions, notre conception du pouvoir, notre droit, notre littérature, tout porte sa marque ou celle du monde qu'il créa. Nous sommes fascinés par César parce qu'en lui nous voyons refléter l'ambition humaine poussée à son extrême. Combien d'hommes ont rêvé d'être César? Combien de généraux, d'hommes d'État, de révolutionnaires se sont comparés à lui? Napoléon, comme mentionné, mais aussi Alexandre Nevski, Frédéric de Prusse, George Washington refusant le pouvoir à vie contrairement à César. Tous ces hommes vécurent dans l'ombre de César, soit en le copiant, soit en le rejetant. César est aussi fascinant par ses contradictions irrésolues. Comment un homme pouvait-il être à la fois si brillant et si aveugle à son propre danger? Comment pouvait-il pardonner à Brutus après Pharsale, l'élever, l'aimer même, et ne pas voir la dague que Brutus préparait? Était-ce de la confiance excessive? Était-ce une forme de fatalisme? César avait-il compris que sa fin serait violente et l'avait-il accepté? Certains historiens pensent que vers la fin, César était fatigué, peut-être même dégoûté par le pouvoir absolu qu'il détenait. Il note qu'il refusa la garde personnelle que le Sénat lui offrait peu avant sa mort. Pourquoi? Arrogance, fatalisme, souhait inconscient de mort. Nous interprétons, nous spéculons, mais le cœur de César reste finalement impénétrable. Ce que nous savons, c'est qu'il changea la conception du possible. Avant César, personne n'avait imaginé qu'un seul homme pouvait réellement maîtriser Rome. Les tentatives de Marius et Sylla furent sanglantes et finalement éphémères. César montra que c'était possible, non par la terreur seule,
mais par un mélange de popularité, de compétences militaires, de réformes utiles et de manipulations habiles. Il créa le modèle que suivraient tous les futurs autocrates romains. Auguste le perfectionna. Néron l'utilisa et l'abusa. Marc Aurèle tenta de l'humaniser. Dioclétien le transforma en monarchie orientale absolue. Mais tous marchaient sur le chemin que César avait tracé. Pourquoi racontons-nous cette histoire la nuit avant de dormir ? Peut-être parce que les grandes histoires, les vraies, celles qui touchent aux questions fondamentales de l'existence humaine, ont besoin du silence et de la solitude de la nuit pour résonner pleinement. L'histoire de César n'est pas un conte de fées avec une morale simple. C'est une tragédie complexe où le héros est aussi le méchant, où les libérateurs sont aussi des assassins, où la victoire mène à la destruction et la mort à l'immortalité. C'est une histoire qui nous accompagne dans le sommeil, qui peuple nos rêves de forums antiques, de légions en marche, de poignards levés. César vécut 55 ans, 8 mois et quelques jours. Dans cette vie relativement courte pour notre époque, il modifia le visage du monde connu. Il conquit un territoire grand comme plusieurs fois l'Italie. Il combattit et vainquit dans des centaines de batailles. Il écrivit des livres qui se lisent encore. Il aima, trahit, pardonna, tua. Il fut à la fois le meilleur et le pire de ce que l'humanité peut produire. Et finalement, il mourut comme tant d'hommes puissants, trahi par ceux qu'il croyait ses amis, gisant dans son sang, ses rêves de conquête inachevés. Mais sa mort ne fut pas la fin. Les morts ne meurent vraiment que quand plus personne ne se souvient d'eux. César, lui, vit toujours. Pas physiquement, bien sûr. Ses os se sont dissous dans la terre du Forum il y a 2 millénaires. Mais son nom, ses actes, l'idée de César persiste. Chaque fois que nous disons « juillet », nous prononçons son nom. Chaque fois qu'un dictateur prend le pouvoir en promettant l'ordre et la grandeur, l'ombre de César plane. Chaque fois qu'un opposant politique brave la répression au nom de la liberté, l'esprit de Brutus résonne. L'histoire de César n'est pas terminée. Elle continue, recyclée, réinterprétée, chaque génération y trouvant ce qu'elle cherche, l'inspiration ou l'avertissement, le modèle ou le repoussoir. Tandis que la nuit avance et que le sommeil approche, l'histoire de Gaius Julius César se fond dans les milliers d'autres histoires qui composent l'épopée humaine. Mais elle garde sa place particulière, ce moment charnière où le monde antique bascula vers quelque chose de nouveau, où un homme osa défier tous les interdits et paya le prix ultime tout en gagnant l'immortalité. Dans le silence, on peut presque entendre le bruit des légions franchissant le Rubicon, le tumulte des Gaulois défendant Alésia, le fracas des épées à Pharsale, et finalement le silence terrible après les 23 coups de poignard, quand César tomba et que Rome retint son souffle, ne sachant pas encore que rien ne serait plus jamais comme avant. Proposez des thèmes pour de nouvelles histoires dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et mettez un like.